Que va-t-il se passer maintenant où l'heure de l'expulsion de l'ambassadeur français au Niger a sonné? Est-ce que les autorités du Niger vont donc expulser monsieur l'ambassadeur français qui se trouve encore aujourd'hui au Niger? Quand on sait quand même que la loi, selon la loi de Vienne, il est interdit aux autorités d'un pays de partir retirer un ambassadeur quand il est encore dans le palais de son ambassadeur pour l'expulser dans son pays d'origine. Et donc, même si aujourd'hui, le Niger retire le visa de l'ambassadeur, retire tout ce qu'il a en termes de documents, retire tout ce qui lui donne l'autorisation de circuler au Niger, ils ne pourront toujours pas l'expulser tant qu'il sera dans son ambassade, car c'est ce que dit la loi sur les hommes diplomatiques qui se trouvent dans les pays étrangers. Mais ce que j'ai envie de me poser comme question ici est que, est-ce que Emmanuel Macron ne peut pas comprendre une bonne fois pour toutes qu'il devait faire un peu, c'est-à-dire qu'il devait un peu baisser la garde? Ce monsieur, soit il est clairement convaincu de sa supériorité face aux Africains, soit il est tout simplement stupide pour ne pas comprendre qu'aujourd'hui, il ne peut plus fonctionner de la sorte. Emmanuel Macron a tenu des propos qui sont très graves. Car quand un président de la République française dit que sans la France, le Mali, le Burkina et le Niger n'existeraient plus, c'est quand même faire passer son pays comme étant Dieu, quoi. C'est-à-dire la France a été le Dieu du Mali, du Niger et du Burkina Faso, entre guillemets. Et c'est mal, parce que c'est insultant, c'est rabaissant, c'est dénigrant, c'est méprisant. Et c'est d'abord en termes de ce langage que Macron a échoué, en termes de diplomatie. C'est quelqu'un qui a échoué sur la diplomatie française. Et il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Non seulement il déçoit d'abord les Français, mais il déçoit aussi diplomatiquement les Africains. Et c'est pourquoi c'est sous son mandat qu'il y aura tous les bouleversements en Afrique. Et c'est aussi sous son mandat que les Africains vont décider de finir avec la colonisation de la France en Afrique francophone. Il sera donc temps pour M. Emmanuel Macron de se remettre en question et peut-être de revoir son langage, la façon dont il parle quand il parle des Africains. Oui, devant les ambassadeurs français, il fait bien de vouloir montrer que la France est encore une grande nation, une grande puissance qui peut encore décider en Afrique sans tenir compte des ressentiments des populations africaines, même des gouvernants africains. Mais il est important pour lui que quand il retire toutes ses caméras et qu'il est seul avec eux, qu'il essaie de leur dire la vérité. Celle qui est qu'aujourd'hui, les choses ne peuvent plus se passer comme en 1960 ou en 1980, tout ça. On a changé. Nous sommes en 2023 et cette réalité, il faudra bien qu'il l'accepte, qu'il ne peut plus parler aux Africains avec condescendance et espérer que les Africains resteront tranquilles, soumis, sans toutefois dire quoi que ce soit. Ces présidents qui se reconnaissent être grands de par leur silence, ceci c'est du passé, ça ne peut plus exister aujourd'hui. La team, je vais vous laisser ici écouter deux petites vidéos et après cela, je vous donnerai mon mot de fin. Écoutons. Ici, devant l'ambassade de France, la situation est calme, mais chaque véhicule ou individu qui rentre ou qui sort de l'emprise diplomatique est contrôlé par les forces de sécurité. Pour les autorités nigériennes, la présence de l'ambassadeur de France, Sylvain Ité, est considérée comme illégale. Depuis la suspension de son agrément décidée le 25 août et la fin de l'ultimatum de 48 heures, il ne jouit plus de son statut diplomatique et son visa a été annulé. Il a également été demandé aux forces de sécurité de procéder à son expulsion. Cette décision s'appuie sur la Convention de Vienne qui permet à chaque État de décider de la suspension de l'accréditation de n'importe quel personnel diplomatique. Mais cette même Convention de Vienne inscrit comme inviolables les emprises diplomatiques et les ambassades. L'ambassadeur de France ne sera pas expulsé tant qu'il reste à l'intérieur de ce bâtiment. Ce nouvel épisode confirme que l'imbroglio entre Paris et Niamey est à son paroxysme. La France ainsi que la CEDEAO et l'Union européenne ne reconnaissent toujours pas les autorités militaires qui contrôlent et gouvernent de facto depuis le coup d'État du 26 juillet dernier. Vous avez affaire à un chien qui aboie, c'est ça. Mais il faut bien qu'il parle, qu'il dise quelque chose à ses ambassadeurs, qui ne sont pas dupes. Comment pouvez-vous donc sauver des gens? Puisque d'après lui, n'est-ce pas, sans la France, le Mali n'existerait plus. Le Burkina n'existerait plus. Le Niger n'existerait plus. On va faire logique simple. Et vous allez voir pourquoi je vous dis que ce monsieur, il n'a pas de niveau. J'y reviendrai tout à l'heure. Je vais démontrer la vacuité de son discours et les contradictions dans lesquelles il s'empêtre et qui renseigne suffisamment sur qui est-ce qu'on a à faire et qui trahissent le désarroi dans lequel il se trouve. Ça se voit dans ses yeux.
Ça se voit dans sa chevelure, ça se voit dans son teint. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans le désarroi, qui est perdu, qui est complètement à terre, comme on dit chez nous, qui ne sait pas quoi faire. Et qui, bon, est dans le désespoir, dans un langage, une gesticulation, dans un discours de désespoir et de fuite en avant. La réponse, la question logique est simple, Madame Capen. Pourquoi des gens que vous sauvez peuvent se passer de vous immédiatement que vous les avez sauvés? Dans la vie même concrète de tous les jours, à moins d'être quelqu'un qui n'est plus un humain, qui n'a plus de sens, vous ne vous séparez pas d'un sauveur aussitôt qu'il vous a sauvé. C'est pas possible. Comment vous sauvez des gens et leur réaction est de vous chasser? Donc, oui, non, dans quel registre il est en train d'opérer? Il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. Tous les Africains sont informés. Preuve à l'appui. Et les preuves viennent même des services secrets français. Il y a des documentaires. Il y a des sorties des services secrets français qui démontrent que c'est la France qui organise, avec ses complices occidentaux, américains, etc., qui organise, protège, finance et soutient les terroristes dans le Sahel. C'est la France qui a mis le feu dans le Sahel en compagnie de l'ONU, de la communauté internationale, depuis la Libye jusqu'à, n'est-ce pas, jusqu'en plein Sahel, où des armées informelles déplacées de la Syrie par la France, amenées en Libye, ont été simplement transportées dans le Sahel. Ils mettent le feu, les images existent, on connaît tout ça. Il n'y a pas un Africain aujourd'hui qui ne sait pas ça. Donc Macron ne peut pas s'adresser aux Africains, c'est évident. Il sait. Il s'adresse à ses ambassadeurs, qui même étant assis, sont obligés pour des raisons comment dire ça, de respect des hiérarchies, entre guillemets, pour des raisons étatiques, de l'écouter, tout en sachant qu'ils ont affaire à un fou, un vaurien. L'ambassadeur français le savent. Vous avez au moins 4 ou 5 ambassadeurs qui ont fait des sorties, anciens ambassadeurs, même d'ambassadeurs, parce qu'ils ont fait des sorties pour critiquer ouvertement la démarche de ces messieurs. Donc, les faits sont clairs. Vous ne pouvez pas demander, c'est-à-dire que si des gens, si vous me sauvez, Madame Capen, vous me sauvez de la mort, mais à moins d'être un diable, comment je vous chasse? Donc on va pas entrer dans un conflit de narratif, c'est terminé. L'Afrique, c'est lion derrière toute affaire. Nous connaissons les raisons pour lesquelles, n'est-ce pas, la France est chassée du Mali, du Burkina, du Niger. Pour ne citer que ces pays-là, en attendant les autres qui arrivent. Parce que lui-même, dans son discours, reconnaît lui-même la défaite de la France dans ce combat. Il a beau appeler ce sentiment anti-français, mais quand vous lisez son discours à la fin, il reconnaît, parce qu'il n'a pas le choix, il reconnaît qu'ils ont perdu une bataille. Et lui-même, il donne des raisons, hein, dans son discours. Donc, on a fait un ramassis de contradictions extrêmement graves. Donc, ne me demandez pas de m'attarder, n'est-ce pas, sur le fait que Macron dise que sans lui, le Burkina, le Mali et consort aurait disparu. Quand quelqu'un dit un tel propos, qui est faux, sur le plan factuel, sur le plan historique, c'est-à-dire que sur le plan conjoncturel, il n'y a pas de réponse à lui apporter, parce qu'on ne peut pas répondre. Comment on fait pour répondre à un mensonge de ce niveau? Comment on fait pour répondre à quelqu'un qui nie la réalité? Donc, il n'y a pas de réponse à lui apporter à ce niveau-là. J'ai apporté seulement une contradiction logique, pour vous, en disant que si tu as sauvé le Mali, si tu as sauvé le Burkina Faso, si tu as sauvé le Niger, pourquoi immédiatement il te chasse? Deuxièmement, lui n'était pas encore président. Monsieur Hollande a été accueilli au Mali comme un dieu. On lui a donné un trône à Tombouctou. Comment peut-on expliquer que de 2013, 2014, jusqu'à l'arrivée au pouvoir de M. Assimi Goïta, comment expliquer cette dégradation, n'est-ce pas, ce changement qui s'est emparé de Maliens de manière mystique, certainement les Maliens ont perdu la tête, qui hier avait offert un trône au président français. Évidemment, ils étaient de très bons Maliens à ce moment-là, ils étaient des gens normaux, ils étaient sérieux, ils étaient intelligents, ils lui ont donné un trône, pour après se retourner contre la France. Non, il y a tellement de preuves qu'on ne va pas s'attarder là-dessus. Et d'ailleurs, le point culminant de la preuve, c'est la plainte du Mali à l'ONU. Qui l'a bloqué? C'est la France qui l'a bloqué. Dans la plainte du Mali à l'ONU, il y a tous les éléments qui démontrent que la France est un État terroriste et que Macron, c'est un chef terroriste, n'est-ce pas, qui allume le feu dans le Sahel.
Ça, c'est pour répondre à votre question. Mais dans le fond, premièrement, un autre niveau. Premièrement, il faut rappeler une chose, Madame Capin. Remettez-le à son niveau. Je voudrais vous rappeler que ce n'est pas la première fois que le président français s'en prend aux panafricanistes, directement. C'est ce que ça veut dire. Dans l'imaginaire des Africains, le président français est trop grand, mais dans l'imaginaire de certains Africains encore, le président français est trop grand. Dans l'imaginaire d'une certaine intelligentsia africaine, le président français est trop grand. Dans l'imaginaire des chefs d'État africains, tout à l'heure Jonathan va le citer, Monsieur Macron est très grand. C'est-à-dire qu'on est à côté de lui, on est un grand président. Mais les panélistes d'Afrique Média, pour ne citer que nous ne sommes pas des présidents. Donc nous ne sommes pas dans la cour des grands. Pourquoi donc un très grand descend à notre niveau? Pourquoi? Il a fait au Cameroun. Il le fait aujourd'hui, il a fait avant, à Jeune Afrique. Il a fait à RFI, sans publicité. S'attaquer directement à nous. Non, la vérité, celle-ci, Mme Capel, il veut se mettre à notre niveau. Nous avons même permis à ce triste individu d'être à notre niveau. Il fait tout pour se mettre à notre niveau. La question est celle-ci, est-ce qu'il est à notre niveau? Il n'est pas à notre niveau. Ben, il est là. C'est vous qui le mettez à notre niveau. Il n'est pas à notre niveau. C'est l'actualité, Président Badara. Non, je vais vous démontrer, puisque il parle d'une alliance baroque de soi-disant panafricains, qui en même temps soutient le néo-impérialisme. Ce sont ces mots, hein. J'ai prévu ça. J'ai prévu. Vous allez voir que ce monsieur, il n'a pas de niveau intellectuel. Sa culture est faible. Il ne connaît pas de quel continent il parle. Je vais vous démontrer ça dans son discours. J'ai pris le temps de travailler. Donc il ne sait pas qui, il ne sait pas de quoi est-ce qu'il parle. Madame Capel, ne le mettez pas, il n'est pas à l'autre niveau. Voici son niveau. Je commence sur un terrain que vous négligez, mais qui est très important. Le terrain, c'est un terrain que j'appelle le terrain métaphysique. Vous allez comprendre pourquoi ce terrain-là est important pour décrire le personnage à qui nous avons affaire. À qui avons-nous affaire? Madame Capenda, vous n'êtes pas français, ce n'est pas vous qui avez écrit ça. Nostradamus, vous ne connaissez pas. Moi et vous, on ne sait même pas si on devait naître un jour, quand il commence à faire sa prophétie. Nostradamus, c'est un soi-disant prophète français. Il est français, Jonathan? Français ou européen? Oui, Nostradamus, voilà. Il précise dans la prophétie, il dit que il arrivera un temps, écoutez le mot qu'il utilise. Un jeune antéchrist deviendra président de la France. Je répète. Nostradamus dit ceci. Un jeune antéchrist deviendra président de la France. Et Nostradamus énonce un ensemble de caractéristiques pour préciser que à travers lesquelles on devra reconnaître ce jeune antéchrist. Parmi les caractéristiques, Nostradamus, n'est-ce pas, dit que quand ce jeune président arrivera, n'est-ce pas, arrivera à la tête de la France, il s'en suivra l'incendie de l'un des symboles les plus puissants de la France, la cathédrale Notre-Dame. Je répète, parmi les caractéristiques qui vont accompagner l'arrivée de ce jeune antéchrist à la tête de l'État français, il y a l'incendie grave qui va frapper Notre-Dame, qui est le symbole, qui est l'un des symboles civilisationnels majeurs de l'État français. Madame Capel, tout ça est arrivé. Hein? Tout ça est arrivé. C'est-à-dire, pour une fois, ici, la prophétie rencontre les faits. Mais il y a plus grave. Macron lui-même va créditer cette prophétie par une de ses déclarations. Macron est resté un jour, il a dit ceci. Il a dit, notre génération doit se préparer à accueillir la bête de l'événement. C'est l'une des rares fois où un dirigeant occidental convoque de manière aussi brutale dans la scène politique et étatique des éléments de ce type et dit notre génération doit accueillir la bête de l'événement. Et elle est déjà là, c'est ce qu'il dit. Mais c'est que la bête de l'événement, c'est Satan.
c'est pas tout. Le même individu, quand il prend son premier mandat, il dit « Je place mon premier mandat sous la présidence métaphysique et mythologique de Jupiter. » Rassurez-vous, ce n'est pas un dieu africain, un dieu grec, européen, Jupiter. Il dit « Ça sera jupitérien. » Après le deuxième mandat, après le premier mandat, quand il est élu, il dit, cette fois-ci, je suis Vulcain. Tout ce que je dis là est vérifiable et établi. Hein. Je suis Vulcain. Or, Vulcain, c'est qui? C'est le fils de Jupiter. Qu'est-ce qui caractérise Vulcain? C'est que quand il est là, il s'ensuit de la dévastation. Il s'ensuit de la mort et des calamités. Alain Capin, ceux qui connaissent ce qu'on appelle l'atmosphère métaphysique qui entoure souvent, eh bien c'est en cachette, les hommes d'État et les pratiques des hommes d'État comprennent ce que je suis en train de dire. C'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. Le président, ce sont ces mots, ce n'est pas un jeu, c'est profond. Il est en train de décrire qui il est lui-même. Lui-même. Donc, le caractère antéchristien de M. Macron, non seulement a été prophétisé par Nostradamus, mais a été confirmé par lui-même, par ses propres mots, et les éléments mythologiques, les figures mythologiques auxquelles il s'est identifié durant ses 2 mandats. Je voudrais vous convoquer ici ce que les hommes politiques français disent de lui. Monsieur Philippot le traite de fou aliéné. Allez vérifier. Monsieur Philippot, ce n'est pas un petit homme politique en France. C'était l'ancien vice-président du Front National, Florian Philippot. Il dit que Macron, c'est un fou aliéné, un déséquilibré mental qu'il faut destituer. Philippot. Laurent Wauquiez dit de Macron que c'est un désert d'âme. Il est dépourvu d'âme, il n'a pas d'âme. Ça veut dire que vous n'avez pas affaire à un humain. Parce qu'une des choses qui nous caractérise en tant qu'humain, c'est l'âme. Laurent Wauquiez n'est pas n'importe qui en France. C'est un grand homme politique français. C'est un homme politique français de premier plan. Il dit que Macron n'a pas d'âme. C'est pas tout, madame. Monsieur Dupont-Aignan, il est député, plusieurs fois candidat à l'élection présidentielle en France. Il dit ceci, que M. Macron, c'est un fou, que sa santé mentale doit être rapidement mise sur la table en France pour savoir est-ce que notre président est normal. Dupont-Aignan qui le dit. Tous ces gens ne sont pas des Africains, ne sont pas des panafricanistes, ce sont des Français, et pas n'importe quel Français qui le disent. Voilà un ensemble de caractéristiques, Madame Capin, qui nous sont données par l'élite française et qui décrivent que le personnage. Et ça rejoint, n'est-ce pas, la prophétie de Nostradamus et les éléments que je vous ai convoqués tout à l'heure. Terminons sur le personnage en convoquant ici son rapport à la vie. Son rapport à la vie. Vous avez affaire à quelqu'un qui va dans les salles de classe, Madame Capin, et qui parle aux enfants de 4 ans. Il parle d'homosexualité, de lesbianisme, de zoophilie. Il dit que ce sont des pratiques sexuelles normales. Je dis, il va à l'école à 4 ans. Au point où les enfants sont scandalisés, ils demandent ouvertement que, mais qui est devant nous? Les enfants sont traumatisés. Ça n'a l'impression pas, il continue à le dire. Ce monsieur estime que l'éducation sexuelle des enfants doit commencer à 4 ans dans les écoles. Voilà son rapport à la vie. Vous avez affaire à un transhumain. Moi, un transhumain, c'est quelqu'un qui estime que les humains normaux, comme vous et moi, sont périmés et dépassés dans l'histoire. Il faut qu'on nous augmente un type d'humanité fabriqué directement en laboratoire et conseillé dans un vaccin qu'on va vous injecter. Madame Capin, je viens de vous décrire à qui on a affaire. Ma question est celle-ci. Vous croyez qu'un monsieur comme ça peut discuter des choses qui nous concernent? Vous pensez qu'un discours qui vient d'un type comme ça est un discours normal? Vous croyez qu'on peut analyser son discours en dehors des paramètres que je viens de mettre sur la table? Et à partir du moment où on a ces paramètres, on sait à qui on a affaire. On a affaire à un déréglé mental, à un antéchrist. Madame Capin, les livres de sagesse, les traditions africaines nous indiquent comment on traite les antéchrists.
c'est-à-dire des anges déchus, qui se sont incarnés en humains. Je suis très sérieux dans ce que je suis en train de dire. Il faut quitter le terrain de la politique classique, du panafricanisme classique, pour analyser à qui on a affaire. Les traditions africaines consignent dans des textes sacrés la manière dont on traite les antéchrists déchus, des antéchrists et des anges déchus qui ont pris la forme humaine. Il y a une manière de les traiter. Donc à peine, on les traite avec des remèdes métaphysiques, avec des remèdes spirituels. On les traite. Et dans ce cas, tout indique en Afrique actuellement que ce monsieur est neutralisé. Même quand je vous dis que c'est un chien qui aboie, il ne peut pas mordre. Les Africains ont compris comment le gérer. Il est neutralisé. Il est en train de péter les plombs. Il est en train de devenir fou. Et à partir de ce moment-là, quand quelqu'un pète les plombs, quand quelqu'un avant croyait qu'il avait un statut supérieur et qu'il est déshabillé par ceux qu'il estimait être inférieurs, ne pouvant même pas tirer sa chaussure, il pète les plombs, il devient fou. À se voir dans sa chevelure, dans son nez, dans son teint. Il est fou. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On s'énerve quand il dit des bêtises. On constate seulement que non, il est à terre. Il est fini. Et on prépare le dernier coup qu'on va lui assommer. Et ça arrive. Ça arrive. Le Niger, c'est fini pour c'est fini. Mais on lui réserve des choses. Il y a le Tchad qui va perdre bientôt. Il y a des pays qui vont perdre. Ils vont devenir fous. Donc ça, pour moi, je vais citer, ça, ce sont les... Comment je vois ça? Ce sont les derniers spasmes, les dernières agitations d'un bois dont on a coupé la tête. Le chasseur qui a l'expérience, qu'est-ce qu'il fait? Quand il le trouve, il s'assoit, il tire un peu les cigarettes, il boit le vin de palme. Parce que quand le bois, on coupe sa tête, quand le bois a mangé, il est fini, il n'a plus de force, il ouvre les gros yeux pour effrayer les chasseurs inexpérimentés. Quand tu vois ces gros yeux, tu as peur. Or, le chasseur expérimenté, quand il voit les gros yeux d'un bois qui vient d'avaler une proie peut-être trop lourde pour lui, c'est que ce monsieur est fini. Il prend le vin de palme, il sirote un jus traditionnel et il achève. Il appelle le village que bon, venez ramasser la dépouille du bois. J'en ai fini avec lui. Il y a ce que moi je peux appeler le syndrome du demi-esclave affranchi, de l'esclave à moitié affranchi, où vous avez une différence entre l'esclave que l'on trouve dans le champ, qui est traité durement, battu, mais lui qui est courageux, qui fait un véritable effort pour pouvoir acquérir sa liberté. Et celui, en fait, qu'on va chercher dans le champ, on civilise, on met un nœud papillon, on met un tablier, et il sert le maître qui mange. Et quand il apporte à manger au maître qui mange, eh bien on lui dit, eh bien, il faut sourire. Et le maître qui dit à ses convives, vous voyez, mon esclave, il a toutes ses dents. Il a beaucoup de la valeur. Et l'esclave, il sourit. Et oui, messieurs, on dit, ben, il est même en plus un noir. C'est la bonne bête noire. Et oui, messieurs, il paraît qu'ils sont très virils, les noirs. Tout le monde écoute. Et puis d'autres convives expliquent que, ben, est-ce que tu peux me le vendre? Parce que moi, je voudrais bien avoir un autre. Quand vous regardez la CEDEAO, c'est une image. Vous voyez pas certains qui sont comme ça? C'est-à-dire, il y a des problèmes en Afrique. Eux, ils se prêtent au jeu de servir les intérêts en quelque sorte de la France pour créer le chaos en Afrique, pour avoir l'amitié, une forme d'estime de M. Macron. Il y a certains même qui s'expriment au sortir des rencontres avec M. Macron. Moi, je veux parler aux Africains. Moi, je veux dire aux Africains qu'il y a une maxime, un proverbe africain, camerounais, qui explique que c'est la patate qui a voulu qu'on la mange crue. Et dire que c'est notre rapport avec la France, la façon dont certains Africains se sont comportés, qui ont nourri le discours comme ça de M. Macron. Et quand on remonte seulement lors des processus de décolonisation, un certain nombre d'aînés nous ont fait énormément de mal. Les Bongo Pères, les Houphouët-Boigny, tous ces aînés qui ont eu le pouvoir, qui ont déconsidéré les Africains, qui ont refusé de nous donner de l'estime et de l'honneur, qui ont gouverné pour la France
qui expliquait qu'être un bon Africain, c'est travailler au prestige de la France. Quand la France va sortir de la Deuxième Guerre mondiale, De Gaulle va avoir un seul objectif, la souveraineté énergétique française. Manque de peau, il perdra en Algérie. De Gaulle va faire ce que M. Macron est en train de faire. Il va s'agiter. Mais, sauf que l'Algérie va gagner véritablement sa liberté. Et il va se retourner vers ce qu'on va appeler l'Afrique noire. Il va falloir prendre le pétrole de l'Afrique noire et prendre les richesses de l'Afrique noire. Résultat des comptes, il va falloir installer la France-Afrique. Qui a porté la France-Afrique dans le continent? Certains Africains. Et l'Afrique a toujours eu à faire face à ça, entre ses ennemis extérieurs qui n'ont aucune pitié pour notre continent et les traîtres à l'intérieur de l'Afrique. C'est un véritable problème. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous battre face à des ennemis extérieurs qui emploient, eux, tous les moyens, y compris les moyens non conventionnels, mais en même temps, l'Afrique doit faire face à une forme de traîtrise d'hommes politiques africains qui vont tout faire pour pouvoir mettre l'Afrique à genoux. Monsieur Macron ne peut pas parler comme ça à n'importe qui. Je vous raconte une histoire. La Birmanie. La Birmanie, c'est un petit pays qui est au sud de la Chine. C'est même un pays qui est souvent en petite confrontation avec Xi Jinping. Quand la Birmanie va aller à ce que vous appelez démocratie intégrale, eh bien la première ministre Aung San Suu Kyi va prendre les intérêts du pays et vouloir aller les négocier, vouloir créer un rapprochement avec les pays européens. Vous savez ce qui va arriver? Le chef d'état-major des armées, Min Aung Hlaing, va la destituer. Elle était Premier ministre. Et il va destituer aussi le président de la République, Yu Ming. Il va les faire arrêter. Premier procès, détournement de deniers publics. Instruction sur le deuxième procès. Haute trahison, c'est la peine de mort. Le chef d'état-major des armées. Est-ce que M. Macron a eu un discours comme ça sur les patrons et les chefs d'état-major de la Birmanie? Jamais il a tenu ce discours. Jamais. Parce que si c'était même permis de tenir ce discours, ce n'est pas le chef d'état-major de Birmanie qui allait répondre. Vous savez qui allait répondre? Une bonne partie de l'élite politique asiatique et surtout Xi Jinping qui allait lui répondre. Mais nos désaccords politiques, le fait que des chefs d'État africains, les IBK, des Bazoum, des Macky Sall, des M. Ouattara, décident, eux, de travailler contre les intérêts, ça permet à M. Macron de nourrir un pareil discours. Allons sur la forme d'abord de son discours. Je l'ai trouvé agité. Extrêmement agité. Pour une question qu'il ne maîtrise plus. Il était face à des ambassadeurs. Je vous ai parlé ici de la première qualité de la diplomatie. C'est le calme, la tempérance et la discrétion. M. Xi Jinping a réussi à régler un certain nombre de conflits. C'est-à-dire extrêmement durs, qui allaient et qui pouvaient même amener le monde à un nouveau cycle d'insécurité. Nouvel cycle d'insécurité. Il a réglé ces problèmes-là. Mais lui, je l'ai trouvé relativement agité. Agité. Ça veut dire qu'il maîtrise relativement plus rien. Quand vous rentrez dans le fond de son discours, ça me rappelle ce que le président Wade et le patriarche Wade avaient répondu à monsieur au discours de Dakar. Le discours qui avait été tenu par M. Nicolas Sarkozy. Un chef-d'œuvre de racisme qu'il était venu tenir en plein Dakar. C'était du même niveau. Du même niveau que les discours de la classe politique française de 1885. Et M. Wade avait eu ça de très intéressant d'expliquer que c'est un ignorant qui a tenu ce discours. Il a lu un discours rédigé par un ignorant, donc c'est un discours d'ignorant rédigé par un ignorant. La France
n'est pas arrivé au Sahel avec le Mali qui demande l'arrivée de la France. La France était déjà au Sahel. La France était au Sénégal. La France était en Côte d'Ivoire. La France était au Niger. La France était au Tchad. La France est à Djibouti. Une partie des forces spéciales françaises et même des services secrets français étaient en quelque sorte en Libye. C'est le Sahel. Donc vous voyez donc que sur le plan de la culture, il ne sait même pas ce qu'il dit. Ce n'est pas le Mali qui fait arriver la France au Sahel. Le Mali chasse la France. Parce que le partenariat militaire qu'ils ont est une catastrophe pour le Mali. Quand elle arrive en 2011, M. Hollande, on parle de poche d'insécurité au nord du Mali, contrôlée en quelque sorte par certains éléments de l'Azawad. Quand le Mali décide de mettre fin à cette coopération, vraiment d'y mettre fin, pratiquement la capitale Bamako est déjà menacée. 45% du territoire ne tient plus. Ça a été un véritable fiasco. Et les choses ne pouvaient plus continuer ainsi. Pareil pour le Burkina Faso. Les forces spéciales françaises arrivent au Burkina Faso en 2001. Ce sont les forces spéciales françaises, opération SAP, qui exfiltrent Blaise Compaoré. Quand la population chasse Blaise Compaoré, il y a 400 militaires français de forces spéciales qui sont au Burkina Faso et n'ont aucun statut juridique, rien du tout, absolument rien du tout. C'est une relation et une envie et une décision de Blaise Compaoré qui impose ces forces spéciales au Burkina Faso. D'ailleurs, on se demande ce qu'elles vont y faire. Et elles ne vont surtout pas combattre contre le terrorisme. Elles vont expliquer qu'elles sont là pour des questions de sécurité, mais ne vont pas s'engager dans la lutte pour la sécurité de ce pays. Les nouvelles autorités du Burkina Faso vont demander à cela de partir. La France était déjà au Sahel. Et ça, c'est toujours, en quelque sorte, le comportement de certains chefs d'État, d'une certaine élite africaine qui adhère à ce discours. Le discours, pour moi, de M. Macron, c'est un discours relativement idiot. C'est un discours d'ignorant. Mais c'est en fait la position africaine de savoir M. Macky Sall, de savoir M. Ouattara, de savoir M. Tinubu, en violation totale de toutes les règles, qui décident d'aller attaquer un pays souverain comme le Niger pour les intérêts de la France. Et M. Macron vous explique que moi je vais soutenir ça. Ben, il ne soutiendra pas ça. Il n'aura pas les moyens pour soutenir ça sur le plan militaire. Et bien il sera à Paris pendant que vous serez en train relativement de mener un bain de sang en Afrique pour ses propres intérêts. Il n'y a que dans le continent africain que l'on voit cette histoire.